À partir de 1600, un nouveau style s'impose dans l'art et surtout dans la peinture. C'est le baroque. Influencée par les grandes découvertes scientifiques et les conquêtes de nouveaux territoires, la peinture baroque met en scène des situations dramatisées par des jeux de clair-obscur et la recherche de l'émotion. Pierre-Paul Rubens est né à Anvers en 1577. Mais il doit fuir les Pays-Bas pour l'Allemagne à cause des troubles religieux et de la persécution des protestants qui sévit dans le pays. Il revient à Anvers quelques années plus tard, où il fait des études avant d'entrer en apprentissage dans des ateliers prestigieux et de partir se perfectionner en Italie, où il devient rapidement célèbre. Rubens ne s'enferme pas dans un genre. Il réalise à la fois des portraits, des peintures religieuses, des paysages, mais aussi des peintures historiques et mythologiques. Commençons justement par une de ces scènes de la mythologie grecque, dont le peintre a fait plusieurs versions. Vous voyez ici le jugement de Paris, un épisode qui est, selon la mythologie, à l'origine de la guerre de Troie. Bien que l'histoire soit grecque, c'est la version romaine que Rubens a peinte ici avec les trois déesses Junon, Minerve et Vénus. À gauche, de dos, c'est Paris, auquel les dieux ont confié la tâche de choisir la plus belle des déesses parmi les trois. À ses côtés, Mercure, qu'on reconnaît grâce à son caducée, un serpent enroulé autour de son bâton. C'est bien sûr à Vénus que revient le trophée, c'est-à-dire la pomme d'or. En récompense, Vénus promet à Paris la belle Hélène, qui malheureusement est déjà mariée. Une histoire qui finira par la fameuse guerre de Troie. D'où la fameuse expression que vous connaissez peut-être, la pomme de la discorde. Daniel dans la fosse au lion n'est pas inspiré de la mythologie grecque, mais d'un épisode de la Bible que Rubens, fervent catholique, connaît bien. Daniel, qui refuse de prier un autre Dieu que le sien, est dénoncé par des hommes jaloux et jeté dans la fosse aux lions par le roi Darius. Daniel se retrouve dans la fosse, presque nu au milieu des lions qui ont l'air féroces, plus vrais que nature avec leur superbe fourrure. Pour les peindre de manière réaliste, Rubens était allé les observer à la ménagerie royale de Bruxelles. Pourtant, contre toute attente, les lions ne dévorent pas Daniel. Du haut de la fosse entre la lumière, ce qui indique que le roi vient de lever la pierre et que les prières de Daniel ont été entendues par son Dieu. En représentant un martyr qui a échappé à la persécution, Rubens cherche à montrer que rien n'arrive à celui qui, comme Daniel, garde la foi en Dieu. La descente de croix, autre peinture religieuse, est un triptyque, c'est-à-dire une peinture composée de 3 panneaux comme on le voit ici. Sur le panneau de gauche, Marie, en compagnie de Madeleine, est enceinte de Jésus. Leurs époux sont à côté d'elle. Sur le grand panneau central, c'est Jésus qu'on descend de la croix après sa crucifixion. Il est porté par 2 de ses disciples, Nicodème à sa droite et Joseph d'Arimathie à sa gauche qui retient le linceul entre ses dents. En dessous, Marie tend les bras vers son fils et dans un habit rouge, Jean soutient le corps de Jésus sans vie. Le corps est lourd. Jean semble basculer vers l'arrière. Vous remarquez que les couleurs, le rouge, l'or et le brun, rendent par contraste le corps du Christ encore plus pâle. Sur le volet de droite du triptyque, on voit Marie qui vient de confier le petit Jésus au grand prêtre Siméon. Chacune des 3 parties met donc en scène Jésus en train d'être porté. Par sa mère enceinte d'abord, puis par le grand prêtre et enfin par ses fidèles qui l'ont suivi jusqu'à sa mort. Passons à une autre grande figure de la peinture baroque, Diego Velázquez. On dit souvent que Diego Velázquez est le peintre du siècle d'or espagnol, c'est-à-dire cette période du XVIe et XVIIe siècle où l'Espagne domine l'Europe sur le plan politique et où elle conquiert le Nouveau Monde. C'est aussi la période où sa culture rayonne grâce à ses musiciens, ses écrivains, ses architectes et ses peintres. Dans cette Espagne, Velázquez est le premier peintre de la cour.
et réalise énormément de portraits de la famille royale, mais aussi des portraits de roturiers, des scènes historiques ou mythologiques. Pourtant, il a fallu attendre le XIXe siècle pour que cet artiste soit réellement apprécié en dehors des frontières de son pays. Ce tableau est l'un des premiers du peintre et s'appelle tout simplement « Trois musiciens ». La scène se déroule dans une taverne, un endroit populaire et plutôt sombre. Pourtant, les couleurs des vêtements sont vives et les musiciens ont l'air joyeux. Deux musiciens, le violoniste et le guitariste, jouent et chantent. Le troisième est plus jeune. Il ne joue pas, mais il nous regarde et nous sourit. Peut-être pour nous inviter à chanter avec eux, ou peut-être pour nous faire remarquer que ce petit récital est un peu inspiré par l'alcool, comme l'indique le verre de vin qu'il tient dans sa main gauche. Un autre verre de vin déjà entamé est posé sur la table. Sur cette table, il y a aussi du pain et du fromage, ce qui semble vouloir dire que la musique permet de se nourrir un peu. Les musiciens ambulants avaient souvent des singes qui faisaient des cabrioles pendant leurs prestations. Vous aviez remarqué le singe dans l'ombre à gauche ? Il y a une similitude entre les trois musiciens et ce tableau intitulé « La vieille femme faisant frire des œufs ». Ils font partie de ce qu'on appelle les bodégones. Les bodégones sont des tableaux sur lesquels sont représentés des aliments, souvent dans des tavernes ou des cuisines. Ici, les personnages n'ont rien de joyeux. La vieille femme et le garçon sont comme figés. Ils ne se regardent pas, comme si Velázquez avait peint des objets plutôt que des êtres vivants. C'est une scène banale des rues de Séville au XVIIe siècle, peuplée de gens humbles et de conditions modestes. Ce qui est fascinant ici, c'est la précision du détail. Regardez comme la lumière attire l'œil du spectateur sur les traits usés de la vieille femme, le col froissé du garçon, les œufs comme éclairés de l'intérieur, le mortier de cuivre et tous les ustensiles de cuisine posés sur la table. Cette façon de préparer les œufs en les faisant frire dans de l'huile était tout à fait habituelle dans l'Espagne du XVIIe siècle. Les Ménines est un des tableaux les plus célèbres du monde. Cette scène un peu étrange se passe dans une pièce du Palais Royal à Madrid, et dans cette pièce se trouvent plusieurs personnages de la cour. Au centre, l'infante Marguerite, fille unique du roi Philippe IV, est entourée de sa suite. Une dame de compagnie à gauche lui propose à boire. Une autre à droite fait une révérence. Au fond, au pied d'un escalier, le grand chambellan de la reine observe la scène, alors que Velázquez, qui s'est représenté lui-même, est en train de peindre une toile qu'on ne peut pas voir. Tout à fait à droite, il y a les deux nains de la princesse. Le garçon est d'ailleurs en train de donner un coup de pied au chien. On dirait qu'il s'est passé quelque chose qui attire l'attention de tout le monde. Mais quoi ? Peut-être que la réponse est dans le miroir ? Dans le reflet, le roi et son épouse semblent voir exactement la même scène que nous. On quitte l'Espagne pour la Hollande, à la découverte de 3 tableaux de Johannes Vermeer, un peintre dont vous connaissez tous au moins une toile. Vous allez voir. Vermeer est né à Delft, où il a passé toute sa vie. Delft est une ville importante pour les artistes au XVIIe siècle, un des grands centres de la peinture hollandaise. Après plusieurs années d'apprentissage chez un maître, Vermeer est inscrit à la Guilde des peintres, puis il épouse la fille d'un riche catholique avec laquelle il va avoir 11 enfants. Mais la situation économique en Hollande est instable et Vermeer meurt endetté. Évidemment, vous connaissez cette toile, pas vrai ? Une marque de yaourt en a fait son effigie depuis plus de 40 ans. Vermeer a peint la laitière à l'âge de 26 ans. C'est ce qu'on appelle en peinture une scène de genre, c'est-à-dire une scène de la vie quotidienne, exactement comme La vieille femme faisant frire des œufs de Velázquez. La laitière est en fait une servante dans la cuisine d'une maison modeste. C'est une figure maternelle et nourricière
qui est en train de préparer sans doute quelque chose de bon dans une ambiance douce. Les couleurs de ses vêtements sont vives. Elles contrastent avec celles de la cuisine ou celles des miches de pain posées sur la table. C'est elle qui illumine la scène. Le coin est dans l'ombre, mais une fenêtre éclaire la petite cuisine. Et il y a, au bas des murs, des plinthes en faïence de Delft, bleues et blanches, sur lesquelles se cache un petit Cupidon. Ici, Vermeer a véritablement transformé une scène banale du quotidien en poésie. Ce deuxième tableau de Vermeer, c'est l'art de peindre. On dit que c'était son tableau préféré. Dans une grande pièce, un peintre est au travail. Son modèle pose avec une trompette et un livre derrière une fenêtre qui la surexpose à la lumière. Et elle a sur la tête une couronne de laurier qu'on attribue en général à Clio, la muse de l'histoire. Elle ne regarde pas le peintre, mais un masque en plâtre posé sur la table juste derrière un rideau qui couvre une grande partie de la toile. Bizarrement, le peintre commence son portrait par la couronne de laurier. Et bizarrement aussi, il est habillé élégamment, pas vraiment avec des habits de peintre. Sur le mur est accrochée une grande carte des Pays-Bas, qui a l'air en mauvais état. Peut-être que Vermeer a placé un petit message politique dans sa toile, signe d'un pays mal en point. Les interprétations ne sont pas évidentes. La scène, en tout cas, exprime une certaine douceur. La jeune fille semble rêveuse, on ressent une grande sérénité. L'ensemble du tableau ressemble à une photo qu'on aurait prise sur le vif. Même si, évidemment, la photo n'existait pas au temps de Vermeer. La jeune fille à la perle, qu'on appelle aussi la jeune fille au turban, ou la Joconde du Nord en référence à Léonard de Vinci, est notre dernier tableau. On ne sait pas trop qui est le modèle. Peut-être une des filles de Vermeer, mais rien ne permet d'en être sûr. La magie de ce portrait vient de ce que la jeune fille nous regarde de ses yeux vifs et brillants. Elle ouvre légèrement la bouche et se tourne vers nous, comme si elle avait quelque chose à nous dire, les yeux dans les yeux. Elle est près de nous aussi bien dans le temps que dans l'espace. Son visage, qui occupe une grande partie du tableau, se dégage sur un fond sombre, noir, ce qui donne l'impression qu'il est en relief, avec une précision presque photographique. Et à son oreille, elle porte une perle de culture, dans laquelle se reflète la lumière par des touches de peinture blanche. La perle est sans doute un symbole de pureté et de chasteté, comme dans la tradition biblique. On se retrouve très vite pour un nouveau dimanche au musée consacré à la Renaissance flamande. En attendant, n'oubliez pas que les musées sont ouverts.